Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode qui s'intitule « Faire société en apprenant ». C'est Sasa qui vous retrouve pour cette série sur la diversité des tiers-lieux de Taipei, capitale de Taïwan, en coopération avec le podcast The Future of Our Third Places, un podcast créé à l'initiative d'Antoine Buret, sociologue et auteur du livre Nos tiers-lieux, défendre les lieux de sociabilité du quotidien aux éditions FIP. Après vous avoir parlé d'une multitude de tiers-lieux et de leurs spécificités ici à Taipei, que ce soit les restaurants, les marchés, les manifestations, les coiffeurs, les jeux d'échecs dans la rue, les parcs, la gare centrale, point de rencontre dominical des travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est, et même le karaoké, aujourd'hui nous allons parler de tiers-lieux où l'on va avant tout pour apprendre quelque chose. Bien sûr, c'est aussi l'occasion de socialiser et de faire de nouvelles rencontres. J'ai tout d'abord pensé au Café Philo. Et oui, il y a un café philo à Taipei. Enfin, il y avait. Il a changé de nom, comme nous le raconte Jiajen, mais il en a gardé l'esprit. Autrefois, cela s'appelait le café philo. La fondatrice était Zheng Lijun. Elle voulait qu'il y ait un endroit pour qu'on puisse discuter de philosophie et de sujets de société, car elle a étudié la philo en France et c'est là qu'elle a vu cette culture des cafés philo. De nombreux étudiants et personnes s'intéressant aux sujets sociaux fréquentaient ce lieu. Parfois, les ONG organisaient des conférences. Ensuite, quand Zheng Lijun est devenue ministre de la Culture, elle a voulu se retirer et fermer ce lieu. Mais les membres des ONG ont trouvé ça dommage, car beaucoup de gens connaissaient ce lieu. Des ONG se sont cotisées pour reprendre ce café, et nous l'avons appelé Zhuozhuan Youxu, c'est-à-dire « à gauche, il y a des livres », car à la sortie du métro, il fallait tourner à gauche pour nous trouver, même si par la suite, nous avons déménagé. En plus, c'était une référence à la gauche politique. Autrefois, le café philo était juste un café et une salle de conférence. Il ne vendait pas de livres. Mais ensuite, certaines personnes qui avaient des parts dans ce lieu ont souhaité ajouter une librairie. Et les ONG ont trouvé ça super. Car après les conférences, les livres permettent justement d'approfondir les sujets. Pour compléter, j'ajouterais qu'au départ, ce lieu était aussi animé par un groupe de Taïwanais qui avaient étudié la philosophie, notamment en Belgique. Aujourd'hui, c'est plutôt animé par des ONG militant pour la protection des droits humains et de l'environnement. En plus des livres et du café, il y a donc presque tous les soirs des conférences sur des sujets de société qui donnent envie de se lancer dans l'action aux côtés de ces associations. Un autre tiers-lieu intéressant à Taipei, c'est bien sûr la librairie francophone Le Pigeonnier, tenue par la styliste Sophie Hong et une équipe de pigeonnelles francophones. C'est une chance d'avoir une librairie dédiée aux livres francophones à Taipei, puisque dans d'autres pays, certaines ont dû fermer en raison de la concurrence de grandes chaînes de librairies, de la vente de livres en ligne, du recul des habitudes de lecture ou encore des difficultés économiques dues aux restrictions imposées pendant la période du Covid. Mais le Pigeonnier, ce n'est pas qu'une librairie, c'est aussi un lieu qui accueille et organise des événements. Au moment du Salon international du livre de Taipei, qui s'est déroulé le week-end dernier, le stand français, c'était un peu le pigeonnier hors les murs, avec aussi un espace pour les rencontres entre éditeurs. Chaque printemps, le Pigeonnier organise aussi une bouquinerie dans le parc Yitong, où chacun peut apporter ses livres d'occasion en français. Et bien sûr, la librairie se transforme de temps en temps en un lieu de concert ou en salle de conférences, des conférences qui portent souvent sur la littérature, les sciences humaines ou la parution de livres et de traductions. On écoute Franck Paris, le directeur du Bureau français de Taipei, nous parler de ce lieu. C'est un lieu important parce que c'est un lieu de rencontre entre toutes les générations de francophones. On y croise des habitués, on y croise des nouveaux venus, il y a des bandes dessinées, il y a des romans, donc tout le monde y trouve ce qu'il vient chercher. Et ensuite c'est un lieu de rencontre aussi entre tous les francophones, les Taïwanais, les Français, les Belges, les Haïtiens. Et c'est ce qui fait toute la richesse de ce lieu. Et on y trouve un accueil taïwanais, c'est-à-dire bienveillant et particulièrement attentif. Et ça fait toute la richesse de ce lieu. Mais ce que je voulais surtout vous présenter dans cet épisode, ce sont les Shetu Daxue, que l'on pourrait traduire par université de quartier. Ça ressemble un peu aux universités populaires en France, bien qu'à Taïwan, les Shetu Daxue soient beaucoup plus développées. À Taipei, par exemple, il y en a 12, une dans chaque arrondissement.
Elle propose des cours de poterie, de musique, des cours sur l'écologie, l'histoire du quartier, la gastronomie, et même pour apprendre comment faire un reportage avec un téléphone portable, par exemple. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de l'éventail de leurs cours. Ce serait impossible de tout citer tellement il y a de choix. En plus, les cours sont différents selon chaque établissement. Zhang Fangde, directeur de l'université de quartier de l'arrondissement de Neihu à Taipei, nous donne quelques précisions sur ce concept d'éducation populaire qui s'est développé dans le sillage de la démocratisation de Taïwan au cours des années 1990. La première université de quartier a ouvert ses portes en 1998 à Taipei. L'objectif était la vulgarisation des connaissances au plus de gens possible, mais aussi d'encourager le développement de la société civile. Aujourd'hui, on peut apprendre plein de choses par soi-même sur Internet. Mais vous imaginez, il y a près de 30 ans, la situation était bien différente. C'était un mouvement lancé par le professeur de l'Université nationale de Taïwan, Huang Wuxiong. Aujourd'hui, il y a plus de 80 universités de quartier à Taïwan. Il y en a au moins une dans chaque ville. Ici, dans l'arrondissement de Neihu à Taipei, cela a été créé en 2003. Ces établissements sont très différents des écoles ou des universités dites régulières. Il s'agit plutôt d'une éducation populaire. Il n'y a pas d'examen d'entrée, c'est ouvert à tous. Avant, il fallait avoir plus de 18 ans, mais la loi a été modifiée, il n'y a plus de limite d'âge. Une autre particularité, c'est que nous utilisons des infrastructures qui existent déjà. Par exemple, ici, nos locaux sont situés dans un lycée technique. Nous avons simplement un bureau et les salles de classe. Eh bien, certains soirs, nous utilisons tout simplement celles du lycée, une fois que les élèves ont fini leur cours. C'est vraiment astucieux, n'est-ce pas? Du coup, les dépenses sont très faibles, puisque l'État met les classes à disposition dans les écoles qui existent déjà. Ce serait sûrement une idée dont d'autres pays pourraient s'inspirer. D'après Zhang Fangde, cela permet aussi de sécuriser ces écoles une fois le soir venu, grâce à l'afflux de gens motivés par l'apprentissage. Quant aux frais d'inscription des Shetu Daxue, ils sont vraiment peu élevés, ce qui les rend accessibles à tous. En complétant par des subventions municipales et du ministère de l'Éducation, cela permet de prendre en charge les salaires du personnel administratif et des enseignants qui y enseignent d'ailleurs plutôt pour le plaisir en parallèle d'une activité professionnelle principale. Je me souviens d'avoir discuté avec un Français qui vit à Taipei et qui enseigne dans plusieurs contextes différents, universités, cours particuliers et aussi Shetu Daxue. Selon lui, bien que ces universités populaires ne permettent pas de décrocher un diplôme, les élèves sont souvent très exigeants vis-à-vis des enseignants et leurs attentes sont fortes. Peut-être justement parce qu'ils n'y vont pas pour le diplôme, mais parce qu'ils sont réellement motivés par le sujet du cours. Nous avons 3 types de cours. Pour ceux qui sont axés sur la transmission des connaissances, nous employons des professeurs d'université. Pour les cours manuels, artistiques comme la peinture ou la musique, ce sont des enseignants qui ont de l'expérience ou des artistes et musiciens qui ont fait des expositions, des concerts ou qui ont eu des prix. Enfin, il y a une 3e catégorie. Ce sont plutôt des activités communautaires qui impliquent les gens du quartier, car nous avons aussi des activités hors les murs, en contact avec la société civile. Notamment parce que nous espérons que les étudiants se serviront de ce qu'ils ont appris dans leur quartier respectif, en fonction des besoins, pour améliorer le vivre ensemble. Nous organisons aussi des balades culturelles pour découvrir l'histoire du quartier, des musées ou encore la faune et la flore d'un endroit. Nous sommes très flexibles. Tous les cours n'ont pas forcément lieu en classe et nous avons aussi des activités manuelles. À l'université de quartier de l'arrondissement de Neihu, j'avais suivi un cours sur l'écologie de Neihu. Nous avions des cours thématiques, par exemple sur les araignées, les libellules ou les serpents, puis nous avions des cours sur le terrain. Nous allions observer la faune et la flore en lisière de forêt au parc de régulation de l'eau à Jinzhui, dans l'arrondissement de Neihu. Les élèves ont même rédigé eux-mêmes un livre sur les libellules que l'on peut observer dans ce parc, livre qui a été publié par l'université de quartier de Neihu. Et maintenant, les élèves organisent même des visites guidées de ce parc pour que le grand public, et notamment les enfants, puissent découvrir sa faune et sa flore.
Les Shotutaxue, c'est donc bien plus que des cours du soir pour adultes. En plus de la diffusion des connaissances, ce sont des lieux très importants pour le lien social et faire en sorte que les gens s'intéressent davantage à leur quartier. Ce que j'avais beaucoup apprécié aussi, c'est que pendant le semestre, il y a ce que l'on appelle la semaine civique. Zhang Fangde nous explique. Oui, c'est intéressant. On s'inscrit pour 18 semaines de cours, une fois par semaine. Au milieu de la 9e semaine, il n'y a pas cours. Cette semaine-là, on organise plein de conférences sur des sujets divers et variés. Cela permet aux élèves de se changer les idées, de découvrir des thématiques sur lesquelles on ne s'est jamais penché. Par exemple, quelqu'un qui vient dans notre établissement pour des cours de musique peut suivre une conférence sur l'écologie, des questions juridiques ou autres. Nous espérons que cela permet d'élargir la perspective. Lors de la semaine civique, j'avais par exemple assisté à une conférence de Chen Jinzan, un passionné d'histoire de Nehru qui organise aussi dans le cadre de cette université populaire des visites guidées du quartier. Enfin, avant de clore cet épisode, je voulais vous présenter Taipei Dushi Zaisheng Xueyuan, l'Académie pour la régénération urbaine, une initiative de la mairie de Taipei pour former au community building. Le community building vise à renforcer les liens entre les habitants d'un quartier ou entre des personnes qui cherchent à résoudre un problème local en organisant des activités ou en investissant un lieu qui devient alors un tiers-lieu. Cette académie propose un apprentissage, là aussi en cours du soir ou le week-end, mais tourné vers l'action au niveau local. Les stagiaires sont d'ailleurs amenés à mettre en œuvre un projet concret qu'ils doivent élaborer eux-mêmes dans un quartier de Taipei qu'ils auront au préalable exploré pendant plusieurs semaines. On écoute le point de vue du professeur Lu Guixian, qui enseigne dans cette académie et qui est aussi professeur de sociologie à l'université Fudan. À l'Académie pour la régénération urbaine, nous avons une spécificité. C'est que souvent, le professeur est une page blanche qui ne demande qu'à être remplie. Nous avons des stagiaires de 18 à plus de 70 ans et ces personnes viennent toutes avec leur propre expérience, leur point de vue et certaines sont déjà très actives dans leur quartier. Donc cette académie, c'est plutôt un grand réseau de personnes, de collectifs et d'organisations. C'est une intersection entre toutes ces composantes de divers horizons. À première vue, ce sont juste 80 élèves qui reçoivent une formation. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est tout le réseau que ces personnes apportent avec elles qui peut leur permettre de résoudre des problèmes ou d'aider d'autres personnes. Cette académie est l'intersection de tous ces réseaux. Et justement, le professeur Lu me tend la perche pour faire une transition vers l'épisode de la semaine prochaine, car la formation au community building vise à faire en sorte que les stagiaires deviennent des acteurs de la vie de leur quartier respectif. Et cela passe parfois, même souvent, par la création de tiers-lieux. C'est ce dont nous allons parler la semaine prochaine, ce que j'appelle les nouveaux tiers-lieux, des lieux mis en place par la communauté, pour la communauté ou le grand public. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour le dernier épisode, ou presque, de cette série passionnante sur la diversité des tiers-lieux à Taipei.